Bonjour à tous. Alors, merci d'être connectés, d'être parmi nous ce matin pour le Mardi Desti, qui va être un focus sur deux villes, Liverpool et Manchester. Donc, je suis accompagnée de Juliette aujourd'hui, qui est la chef de prod, qui va vous faire la présentation. Et également, on a la participation de Cécile de Visite Britain, qui va être parmi nous également, qui va pouvoir vous présenter la destination. Enchantée à tous. Alors, avant de donner la parole à Cécile, je fais un petit focus sur ce qui va se passer là pour la présentation. Donc, là, c'est Cécile qui va prendre la parole pour le début, pour nous dire un petit peu, pour nous en dire un petit peu plus sur l'Angleterre en général, sur le UK. Et ensuite, on fera un vrai focus Liverpool-Manchester avec nos produits, nos petits conseils et nos formalités. Et du coup, je laisse tout de suite la parole à Cécile. Bonjour à tous. Qui est Visite Britain? Donc Visite Britain, c'est l'Office de tourisme de Grande-Bretagne. Donc ça veut dire qu'on s'occupe de la promotion de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et Londres, que je mets toujours un peu à part, même si on reste évidemment dans l'Angleterre. Et donc moi, je m'appelle Cécile Laburte et je m'occupe des professionnels du tourisme. Elle va revenir, elle va se reconnecter. Il y a eu un petit souci de son côté, donc pas de souci, on va un petit peu avancer sur sa présentation. Elle en parlera un petit peu plus, mais là, elle vous a mis une petite carte du UK, donc avec l'Écosse, le Pays de Galles et toutes les zones de l'Angleterre. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur ce qui va être le point primordial de la présentation, donc Liverpool et Manchester, qui se trouveront du coup au nord-ouest de l'Angleterre. Donc là, vous voyez sur la carte, il y a une grosse photo des Beatles, c'est par ici. Liverpool et Manchester sont deux villes qui sont à peu près à 50 km l'une de l'autre, donc vraiment assez proches, qui ont un aéroport facile d'accès, donc vous pouvez y aller très facilement. Et pour un petit peu décentraliser le tourisme et ne pas faire que Londres lorsqu'on va en Angleterre. Vous pouvez très bien également faire Londres-Liverpool, Londres-Manchester, ou simplement vous faire un city break Liverpool-Manchester, c'est également possible. On va du coup attendre que Cécile revienne. Mais sur ces deux îles, on va vous parler, on va vous en parler un petit peu plus. Alors me revoilà, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, Cécile, on t'entend parfaitement. Bon, merci, excusez-moi, tout est bloqué. Alors je vais... Vas-y, refais. Ah, voilà. Ah, ça y est, alors on y est, super. Donc c'était simplement pour vous dire, donc on est l'Office de tourisme de Grande-Bretagne, on va y arriver. Normalement, on marche bien avec la technologie, on en fait plein des webinaires. En tout cas, on s'occupe donc de la promotion de la Grande-Bretagne en France et notre siège est à Londres et on le fait par différents canaux, le B2C, donc le grand public à travers notamment des campagnes de promotion. Les médias, on travaille bien avec la presse écrite, radio, télé, internet et les influenceurs. Et B2B, donc ça c'est vous et c'est plutôt moi le contact pour parler de Grande-Bretagne avec les agences de voyage et tour opérateurs. Donc voilà pour ce qui est Visite Britain. Alors, je voulais en effet vous montrer simplement une carte de Grande-Bretagne pour resituer un peu de quoi on parlait. Vous voyez ici au nord, on a l'Écosse. Au sud, la grande péninsule, celle qui prend la plus grande partie de la péninsule, c'est l'Angleterre dont on va parler aujourd'hui. Et on n'oublie pas le Pays de Galles qui est à l'ouest de l'Angleterre, qui est toujours un peu caché et rattaché, même si c'est un bijou à part entière. Alors, pourquoi la Grande-Bretagne? J'aime bien vous montrer cette slide parce que je trouve qu'elle montre plein d'aspects différents de la destination. On peut à la fois visiter un château, par exemple celui de Downton Abbey qu'on voit tout en bas de la slide. On peut faire du paddle dans les Cornouailles, on peut s'initier au street art, comme à Bristol par exemple. On peut se balader dans les Highlands. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est une offre assez éclectique et qui permet de proposer la destination pour tout type de clients et pour tout type de budget aussi. Donc c'est aussi important de pouvoir garder ça en tête. Si on passe à la slide suivante, c'était simplement pour vous montrer qu'on a aussi la chance de pouvoir découvrir la destination toute l'année. Nous, on voit bien dans nos chiffres que c'est une fréquentation assez linéaire, avec évidemment des différences. En hiver, on ira plutôt dans les villes et au printemps, à l'été, plutôt dans la campagne. Mais en tout cas, voilà, on a du monde de toute l'année. Je voulais vous montrer aussi quelques chiffres qui montrent aussi un peu l'éclectisme de la Grande-Bretagne. Alors, je vais pas tous les lire évidemment, mais je trouve que ça, on se rend bien compte de la grande diversité du pays. J'aime bien rappeler qu'il y a 15 parcs nationaux en Grande-Bretagne, on le sait pas forcément. Évidemment, c'est une île, donc il y a plein d'initiatives qui sont là pour mettre en avant le littoral. Vous voyez, on a plus de 9000 kilomètres de côtes dont on peut profiter avec des paysages vraiment à couper le souffle. 32 sites UNESCO classés au patrimoine mondial de l'UNESCO
UNESCO. Je ne sais pas si c'est toujours connu, mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire. Et notamment l'Écosse, cette année, met en avant toute une route en fait consacrée au site UNESCO de l'Écosse. J'aime bien le chiffre des gares aussi. Vous voyez, on a près de 2500, presque 2600 même gares dans toute la Grande-Bretagne. Ça veut dire que ça permet aussi de proposer la destination soit de manière différente pour des clients qui veulent un peu prendre le temps et qui sont sensibles voilà, à la protection de la planète aussi, ou pour des clients qui ne sont pas forcément à l'aise avec la conduite de l'autre côté. Et puis le chiffre un peu rigolo, c'est évidemment presque 46 000 pubs. Ça fait intégralement partie de l'expérience en Grande-Bretagne et on se mêle joyeusement et facilement aux locaux en dégustant une bonne pinte à peu près partout en Grande-Bretagne. Alors, quoi de neuf en Grande-Bretagne cette année? C'est vrai que ça a été un peu compliqué de choisir des choses. Donc, je me suis plutôt concentrée sur 2 gros événements qui arrivent cette année en Grande-Bretagne. Donc, le premier, il s'agit du couronnement du roi Charles III. Évidemment, on en a beaucoup parlé au moment de la mort de la reine Elisabeth. Le couronnement aura lieu le 6 mai 2023. Donc, j'allais dire plutôt une date à éviter pour vos voyages parce que la disponibilité est compliquée et les tarifs ont légèrement augmenté. Mais en tout cas, c'est pour nous l'occasion de remettre un peu en avant tout le patrimoine royal de Grande-Bretagne et puis de dépoussiérer un petit peu ça aussi. C'est vrai qu'on pense souvent à voilà, des châteaux dans lesquels on s'ennuie, des choses comme ça, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous ai mentionné quelques endroits ici qui sont chouettes à voir. Buckingham Palace parce qu'il est ouvert en partie uniquement pendant l'été en fait. Donc c'est voilà, il y a pas, on peut pas le visiter tout au long de l'année et c'est certaines salles uniquement qui sont ouvertes, mais ça vaut vraiment le coup. L'année dernière, ils avaient même ouvert pour la première fois les jardins derrière Buckingham, donc on pouvait amener son pique-nique et pique-niquer dans les jardins de Buckingham. C'est à la fois hyper chic et hyper britannique. Dans l'offre royale aussi, j'aime bien rappeler ce qui se passe en Écosse. Il y a le château Holyrood House qui est finalement la résidence officielle du roi en Écosse, mais qui est surtout connu parce que c'était le château de Mary Stuart. Donc c'est assez passionnant comme histoire. On visite ses appartements privés, là où elle a été témoin de l'assassinat de son secrétaire privé. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et je trouve que les Britanniques ont une facilité vraiment à mettre en avant leur patrimoine avec souvent il y a beaucoup de guides qui sont en costume, ils racontent des histoires, il y a des déguisements pour les enfants. Enfin, on vit vraiment l'histoire et c'est assez. D'abord, on retient mieux, je trouve, et on passe toujours un très bon moment, notamment en famille. Le château d'Édimbourg, c'est le château qui ils se donnent un peu la parole, hein, tous les deux. Font des petits clins d'œil parce qu'ils sont de chaque côté du Royal Mile à Édimbourg. Et puis, je ne sais pas si on est toujours au courant qu'Édimbourg c'est une ville portuaire, mais en tout cas, il y a un port dans lequel est amarré le Royal Yacht Britannia, qui était le yacht finalement de la famille royale et qui a sillonné les mers pendant des années, qu'on peut visiter maintenant et qui est vraiment une chouette visite à proposer aux clients et qui en plus voilà permet de découvrir un quartier d'Édimbourg dans lequel on va pas forcément et qui a vraiment été remis en valeur. Toujours en Écosse, on a les palais de Scone Palace qui est absolument magnifique, Glamis Castle aussi, qui est notamment le château dans lequel la reine mère, donc la mère d'Élisabeth II, était née et dans lequel Élisabeth II a passé son enfance. Le château de Windsor, qu'on a vu pas mal lors des dernières cérémonies. Alors la dernière, je crois que c'était pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Il faut toujours citer des choses comme ça du quotidien pour se remettre en tête les images un peu, mais c'est un château exceptionnel avec notamment une chapelle. Bon voilà, si vous êtes un peu même sans connaître, c'est vraiment exceptionnel comme endroit. Le château de Caernarfon, là on est au Pays de Galles. Je voulais le mentionner parce que c'est un château dans lequel a été, en fait, le prince Charles a été investi prince de Galles, donc il y a un certain temps, dans ce château-là. Et en fait, ils ont mis en avant vraiment ce château en retraçant toute cette cérémonie. On peut voir des images et des vidéos de cette cérémonie. Alors, on ne sait pas si le prince William, qui est maintenant devenu du coup prince de Galles, va avoir droit à sa cérémonie également à ce château-là. Mais en tout cas, encore une fois, une belle façon de mettre en avant ce château au Pays de Galles. Et puis Balmoral, un petit point d'interrogation parce qu'il est question, on peut le visiter pendant l'été. Donc c'est le château en Écosse qui était un château, qui est très proche, qui est très précieux pour la famille royale. Et c'est là que s'est éteinte la reine Elisabeth. Et la question c'était de savoir s'il serait ouvert toute l'année ou pas. Donc on garde un œil pour pouvoir vous tenir au courant.
Voilà pour ce qui est du couronnement. Le deuxième événement dont on voulait vous parler, c'était l'Eurovision à Liverpool. En fait, la ville de Liverpool a été sélectionnée pour organiser l'événement à la place de l'Ukraine, qui évidemment ne peut pas l'organiser mais malgré, enfin, ce sont eux les gagnants. Donc l'Angleterre est passionnée d'Eurovision. On imagine facilement des pantalons à paillettes partout et voilà une bonne ambiance autour de cet événement-là. Encore une fois, alors vous voyez, en plus les dates, elles correspondent aux dates du couronnement. Donc vous voyez, ça va être tout en même temps. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas forcément d'envoyer vos clients à ce moment-là, mais en tout cas de proposer la ville et de mettre en avant un peu tout son patrimoine musical, notamment autour de la musique. On a la British Music Experience, qui est une attraction en fait qui était à Londres. Je ne sais pas si certains l'ont connue à ce moment-là et qui a déménagé à Liverpool il y a quelques années et qui retrace un peu toute l'histoire de la musique en Grande-Bretagne et tout le patrimoine musical. Donc c'est chouette de se replonger là-dedans parce qu'en fait on se rend compte qu'on connaît pratiquement toutes les chansons. Si c'est pas les paroles, on connaît bien l'air. Donc ça voilà, c'est des choses qui nous parlent. Évidemment, Liverpool, c'est la ville des Beatles aussi. Donc il y a un musée qui est consacré entièrement aux Beatles, qui retracent voilà leur vie, leur enfance et tout leur parcours musical évidemment, et qui reste encore un groupe cher au cœur des Britanniques. Et puis j'aime bien étendre le patrimoine musical au patrimoine culturel de Liverpool parce que c'est une ville qui a beaucoup à offrir. Alors je reviendrai dessus un tout petit peu après, mais en tout cas sachez qu'il y a cet événement-là autour de Liverpool, donc ouvrez les yeux pour voilà voir un petit peu cette ville-là qui a tant à offrir. On voit ici une vue de l'un des hôtels de Liverpool. Vous voyez qu'on a une vue sur une rivière qui est la rivière Mersey, qui en fait se jette dans la mer d'Irlande entre l'Angleterre et l'Irlande. Donc en fait, ça fait de Liverpool une ville presque maritime. Alors, penchons-nous justement un peu plus sur Liverpool. Je voulais juste commencer par quelques images pour l'instant pour planter un peu le décor. Alors, même si c'est toujours un peu difficile de résumer une ville, je trouve, avec quelques photos. Mais en tout cas, je vous disais que c'était une ville maritime. Donc, on voit ici notre ami le chien sur un paddle, qui est en fait dans d'anciens docks qui s'appellent maintenant les Albert Docks et qui est un peu le cœur vibrant de la ville où on retrouve une antenne de la Tate moderne de Londres, par exemple. Donc, vous avez vraiment des artistes de renom qui sont exposés à la Tate de Liverpool. On aperçoit au fond, alors on l'aperçoit sur les deux photos latérales, un bâtiment un peu étrange, assez moderne, qui est en fait le musée de Liverpool et qui retrace un peu toute la vie de Liverpool, notamment cette vie tournée vers la mer et la prospérité de la ville. Ça me permet de dire que en fait en 2008, donc ça remonte un petit peu, Liverpool avait été nommée capitale européenne de la culture. Et donc à cette occasion, ils ont rénové toute la ville et notamment ces quais qui étaient vraiment des quais industriels, pas du tout aménagés en fait, et pas du tout des lieux de vie. Et ça donne une offre absolument exceptionnelle. C'est vraiment chouette, en sachant que Liverpool, c'est une ville qui est assez ramassée finalement. Alors c'est une ville qui a quand même qui compte 500 000 habitants à peu près, mais le centre-ville et ce qu'il y a à voir, ça se fait facilement quand même à pied. Et donc, on va facilement du côté des docks comme ça et des quais pour aller voilà d'un musée à l'autre tranquillement. Et puis, c'est évidemment un lieu de vie fort. Donc, il y a beaucoup de restaurants aussi, beaucoup de cafés, de bars. Donc, une vie pas que nocturne d'ailleurs, mais qui est assez chaleureuse et assez accueillante. Évidemment, on voit au milieu nos amis les Beatles, qui sont quand même l'emblème de la ville et qu'on retrouve un petit peu partout. Avec notamment le Cavern Club, qui est le club dans lequel ils ont commencé à se produire quand ils étaient jeunes, donc même avant que leur carrière ne débute. Et puis Liverpool, c'est aussi évidemment le foot avec le Liverpool Football Club. Voilà un petit peu sur ce que je voulais vous dire en gros avec ces images. Alors si on passe à la slide suivante, c'est vrai que c'est encore une fois assez compliqué de résumer une ville en une seule slide, mais je voulais plutôt ici vous montrer un peu les incontournables et puis mes coups de cœur. Alors si on peut voir simplement déjà un peu la bucket list de Liverpool. C'est un peu les incontournables de Liverpool. Alors j'en profite pour vous montrer une image de fond, même si elle est un peu cachée, mais on est toujours sur les docks et vous voyez là on a un bus britannique à étage qui est en fait un pub
ou une offre de street food en tout cas. Donc encore une fois, le côté un peu vivant de ce lieu-là. On parlait du Cavern Club, donc c'est là que les Beatles ont commencé leur carrière. Vous pouvez évidemment assister à un concert dans ce club. Alors en fait, on dit un club, mais c'est un bar, hein, donc on peut y aller facilement sans réserver. Et quand on parle de concert, c'est des tout petits concerts qui sont donnés au Cavern Club, avec toujours un groupe en fait qui joue live, donc ça fait toujours évidemment partie de l'expérience à Liverpool. Et pour la petite anecdote, il s'appelle le Cavern Club parce que vous êtes sous des voûtes, voilà, donc l'ambiance est assez exceptionnelle. On est sous des voûtes de pierre, un peu comme à Rouen. Je sais pas s'il y a des Rouennais qui nous écoutent, mais il y a pas mal de bars comme ça à Rouen. Évidemment, donc je vous parlais du Royal Albert Dock, donc c'est tous ces quais qui ont été rénovés avec une vie exceptionnelle autour de là, avec notamment la Tech Liverpool et puis les artistes qui s'y produisent. C'est vraiment l'idée de pouvoir décentraliser un peu la culture en dehors de Londres. Donc on aime bien aussi cette initiative-là. Et il y a vraiment de belles expositions à proposer à vos clients. Et j'en profite pour préciser que les musées nationaux de Grande-Bretagne sont tous gratuits. Donc les expositions permanentes sont gratuites, les expositions temporaires pour le coup elles sont payantes. Mais en tout cas ça permet aussi de proposer à vos clients qui sont pas forcément férus de culture, mais qui ont envie de voir voilà de belles choses, de leur proposer ça dans leur itinéraire. C'est toujours un plaisir de pouvoir proposer ça. Et puis voilà, toujours pour rester sur la culture et voilà, il y a pas mal de musées à Liverpool. Je voulais mentionner notamment celui qui est réservé un peu à l'histoire naturelle de Liverpool. C'est vrai que c'est important aussi dans la ville parce que c'est une ville qui a été vraiment ouverte au monde avec beaucoup de commerce, du fait évidemment de son accès sur la mer. Mais voilà, vraiment Liverpool, c'est la ville de la culture. Je vous ai fait un petit Like This, Love That pour les fans des Beatles ou ceux qui aiment bien les Beatles évidemment. Il faut emmener vos clients au Beatles Story qui est donc le musée consacré aux Beatles. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Vous parlez de la British Music Experience qui retrace vraiment toute l'histoire de la musique en Grande-Bretagne et peut-être pour réviser avant l'Eurovision, c'est pas mal. Un petit clin d'œil aussi, je ne sais pas si vous saviez que Liverpool a accueilli évidemment de nombreux artistes, on en parlait, et donc elle a été nommée capitale mondiale de la pop par le Guinness des records. Donc vous voyez, pas mal de choses qui se passent à Liverpool. Et puis évidemment, pour s'y rendre, c'est facile. Je vous disais que c'est une ville qui est assez ramassée, qui est facilement faisable à pied. Et en fait, on n'est pas dans des énormes métropoles non plus. Donc ça veut dire que l'accès, notamment depuis l'aéroport de Liverpool, il faut compter 25 minutes, vous voyez, en voiture. Donc ça se fait facilement. On peut également venir de Londres. Je vous ai mis ici le trajet en train parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il faut compter un peu plus de 2 heures depuis Londres en train. Donc ça peut permettre à vos clients de faire une entrée Londres et de partir tout de suite à Liverpool, ou de proposer une extension aussi, hein, si des clients veulent absolument voir Londres, puisque c'est souvent ce qui vous est demandé. Vous pouvez aussi dire voilà, on peut proposer une nuitée ou deux à Liverpool. Les nuitées seront moins chères en plus qu'à Londres. N'hésitons pas. Donc voilà, l'accès est assez facile. Il y a pas mal de vols, notamment d'EasyJet, de Manchester, d'un peu partout en France. Donc n'hésitez pas à fouiller aussi parce que l'accès direct est assez facile. Et puis je mentionne quand même l'aéroport de Manchester puisque c'est l'un des plus gros aéroports de Grande-Bretagne. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les vols vers Manchester pour pouvoir ensuite aller du côté de Liverpool. Alors du coup, ça fait toute ma transition pour nous parler de Manchester. Alors là, je pars un peu sur le même format. Je voulais commencer par vous présenter quelques images de Manchester. En fait, Manchester, c'est l'une des villes les plus dynamiques de Grande-Bretagne. Souvent, on la connaît parce que c'était le berceau de la révolution industrielle. Et d'ailleurs, on en garde des traces. Hein. Je pense notamment au symbole de Manchester. C'est une petite abeille. Donc, en fait, en anglais, il y a l'expression les busy bees. Donc, les petites abeilles qui s'affairent partout parce que c'était évidemment une ville où il y avait beaucoup de travailleurs, beaucoup d'ouvriers, et donc ils ont gardé ce petit clin d'œil au passé industriel de Manchester avec des abeilles qu'on retrouve un petit peu partout. Mais évidemment, ça a bien changé. C'était aussi autrefois le centre mondial de la production de coton, donc beaucoup de choses qui s'y passaient. Et maintenant, en fait, elle brille vraiment de plein de domaines différents. Il y a notamment la science, la musique aussi beaucoup. Il y a beaucoup de groupes qui sont issus de Manchester. Je pense notamment à Oasis.
business, l'art, le sport évidemment avec le foot dont on va parler, la culture. Et puis je trouve que le petit plus de Manchester quand même, c'est les gens. Alors ça fait toujours j'allais dire coin. J'ai pas de meilleur mot de dire ça, mais c'est vrai que c'est vraiment la chaleur des gens du Nord à Liverpool. Liverpool. Ça marche aussi à Liverpool, mais je trouve qu'à Manchester, il y a vraiment cette chaleur-là, cet accueil-là. Et d'ailleurs, ils ont un petit tic de langage qui est assez génial à Manchester. Ils nous appellent tous Love. Donc c'est pas mal pour notre Saint-Valentin, mais en tout cas, on se sent vraiment accueillis et chaleureusement accueillis vraiment à Manchester. Juste un petit point sur la taille aussi, parce que j'aime bien qu'on se rende compte. C'est un tout petit peu plus grand que Liverpool, Manchester. Donc, il y a plutôt 550 000 personnes qui habitent à Manchester. Donc, quand même une métropole assez importante, mais vous allez voir qu'on peut facilement dompter, j'allais dire. Alors, si on passe à la slide suivante, un peu sur le même modèle que Liverpool, je voulais vous présenter un peu ici mes coups de cœur. Donc, je vous disais que c'est une ville un peu dynamique. Je trouve ce qu'il faut pas rater à Manchester, il y a toute l'architecture gothique qui est assez impressionnante à Manchester. On s'attend pas forcément à ça, mais notamment il y a une bibliothèque qui est la John Rylands Library. Alors, attention, c'est un faux ami en anglais, c'est bien une bibliothèque. Donc, elle est toujours en fonction, mais on peut quand même la visiter, qui est assez exceptionnelle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis la cathédrale de Manchester aussi. Il y a le musée du football, le musée national du football qui est à Manchester. Alors, on ne parle pas uniquement des équipes de Manchester, donc c'est chouette aussi de pouvoir retracer un peu toute cette histoire du football qui c'est dans les gènes de chaque Britannique, le foot. Hein, donc c'est vraiment chouette comme ils ont fait quelque chose d'assez moderne. Hein, c'est un bâtiment tout vitré et qui est vraiment chouette même pour les personnes qui sont pas forcément fans de foot. Je trouve que c'est un peu un passage incontournable. Je voulais vous mentionner aussi The Factory, qui est en fait un nouveau centre culturel qui ouvre là au mois de février à Manchester. Donc il y a beaucoup de choses qui s'y passent, mais notamment ce serait un peu un hub culturel du Nord. Donc c'est un endroit qui va accueillir des concerts, du théâtre, de la musique, de l'opéra, etc. Des expositions aussi. Donc pensez-y aussi pour voilà certains clients qui auraient des envies particulières du côté de la culture. Il y aura une jolie offre encore améliorée à Manchester. Et puis évidemment, on parlait du football, mais c'est bien d'aller voir le musée, mais c'est encore mieux, j'imagine, pour les fans, d'aller directement voir les stades. Donc les stades se visitent. Dans chacun des stades, vous avez un petit musée, donc il retrace l'histoire pour le coup là de l'équipe, avec les joueurs clés, les maillots, les grandes étapes de chaque club finalement. Et puis vous pouvez évidemment aller dans les vestiaires. Alors ils font ça très bien avec un enregistrement de supporters quand vous passez à certains endroits, donc c'est assez rigolo. Et vous pouvez même aller voir la pelouse. C'est tout un art, vous savez, les pelouses dans les stades de foot. Donc voilà, c'est un moment assez chouette pour proposer ça, à la fois voilà pour des gens qui sont fans, pour des jeunes. C'est toujours une expérience assez exceptionnelle. Je profite pour vous dire que quand vous allez à Manchester, souvent on vous demande Are you red or blue? Donc est-ce que vous êtes rouge ou bleu en fonction de si vous êtes supporter de Manchester United ou de Manchester City. Donc attention à bien répondre en fonction de la personne qui vous pose la question. Un petit vous aimez, vous adorez aussi. Donc on partait. Je suis partie un peu dans le shopping parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même aussi un peu un sport national en Grande-Bretagne, le shopping, avec une offre qui est assez large. Et il y a tout un tas de créateurs assez connus, assez modes qui se sont regroupés autour du Trafford Center de Manchester. Mais vous pouvez aussi trouver des magasins plutôt vintage et des friperies un peu différentes. Donc vous avez toute voilà la panoplie de types de shopping disponibles à Manchester, et ça me permet de vous mentionner notamment le Northern Quarter, qui est un des quartiers de Manchester qui est un peu pour dire un mot à la mode, c'est un peu le quartier hipster, donc on est vraiment à la mode, c'est les dernières tendances là, et c'est toujours très accueillant parce qu'il y a plein de petites boutiques indépendantes, il y a des fleuristes, des cafés, des galeries d'art, c'est vraiment un endroit chouette dans lequel flâner. Je voulais aussi vous mentionner dans Le Saviez-vous qu'une partie des médias britanniques qui étaient concentrés à Londres pendant des années sont maintenant décentralisés. Et il y en a une grande partie qui se trouve à Manchester, dans le quartier de Salford, qui est un tout petit peu excentré, qui est pas dans le centre de Manchester, donc il faut prendre un bus qui est spécialement affrété pour aller dans ce quartier-là, et qui permet notamment de voir en fait les studios de la BBC, d'ITV, donc vraiment des grandes chaînes avec des grands présentateurs
qui ont pour certains déménagé du coup à Manchester. J'aime bien le mentionner parce que ça fait un quartier assez différent. Vous pouvez, alors c'était avant la pandémie, là je ne sais pas s'ils ont à nouveau réouvert les visites des studios dans ces chaînes-là, mais en tout cas il y a aussi une offre, il y a l'Imperial Museum du Nord qui se trouve dans ce quartier-là. Je ne sais pas si vous connaissez celui de Londres par exemple, ou un musée que j'aime particulièrement qui est le Lowry Museum, qui a une prononciation un peu plutôt américaine pour le coup là, qui est en fait d'un peintre britannique qui est de Manchester, qui s'appelait Monsieur Lowry et qui était peintre pendant la première moitié du XXe siècle et qui fait de très jolies choses et qui a peint beaucoup Manchester notamment. Donc au-delà de l'aspect artistique, je trouve qu'on apprend aussi plein de choses dans ce musée. Et puis c'est une architecture toute particulière. Juste un petit point sur l'accès, si on peut juste montrer aussi le petit dernier encadré en rouge. Ah bah il a disparu. Ah il est là. Voilà, c'est pareil. Manchester, c'est facile de s'y rendre depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville de Manchester. Vous voyez là, on est même qu'à 20 minutes en train. Il y a des navettes qui existent aussi depuis Liverpool, bien sûr. Donc c'est tout ça pour vous dire encore que c'est facile d'accès. On perd pas un temps fou dans les transports. Et puis c'est une chouette destination à part entière aussi, ou en combiné avec Liverpool ou Londres. Là, je vous disais, c'est un peu plus de 2 heures aussi pour faire Manchester-Londres. Je crois que c'est bon pour moi. Merci Cécile. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne un petit peu donc sur Liverpool. Là, on va faire un petit focus sur le football et la musique. Donc, Liverpool et sur Manchester, qui sont un peu de rivage en termes d'équipe de foot, mais à Manchester, il y a également la rivalité entre ces deux propres clubs. Pour faire court, donc le Liverpool Football Club, qui est directement le club de football de Liverpool, qui est un sport, mais qui a aussi son musée, qui a son histoire. Donc c'est vraiment focus sur le football. Vous ne verrez que ça quand vous visiterez ces deux villes. C'est le point fort des deux villes. C'est une grande équipe de Première Ligue. Les habitants sont très fiers de leur équipe, évidemment. Et on peut aussi visiter Liverpool pour tout ce qu'a dit Cécile dans les slides précédentes. Elle est célèbre donc pour le ballon rond, mais elle est aussi célèbre pour sa musique, pour les fameux Beatles, évidemment, puisque c'est la ville des Beatles. C'est le lieu de naissance du groupe mythique. Vous pouvez visiter le Beatles Story Museum. Vous pouvez également aller voir une reproduction du Cavern Club, parce qu'en soi, le Cavern Club, qui était le club des Beatles, a été juste reproduit et fermé, mais vous pouvez aussi flâner dans les rues de Liverpool pour essayer de trouver la vraie entrée de l'ancien Cavern Club qui était totalement fermé. Vous pouvez également aller voir la maison d'enfance des artistes. Vraiment, si vous aimez les Beatles, c'est la ville où il faut aller. Et évidemment, comme elle en a parlé tout à l'heure, ça va être la ville de l'Eurovision. Quand vous allez directement dans Liverpool, donc vous avez le British Music Experience dont Cécile a parlé pour avoir vraiment l'histoire de la musique en général. Mais vous avez aussi des salles de concert, vous avez des petits bars, vous avez aussi des festivals. Donc là, pour le coup, vous avez vraiment énormément de choses sur la musique. Et il y a bien plus qu'uniquement les Beatles, évidemment. En ce qui concerne Manchester, cette fois-ci, c'est Manchester United et Manchester City, qui, du coup, les rouges contre les bleus, qui sont les deux équipes rivales au sein de la même ville, qui font évidemment la fierté du Royaume-Uni. Le premier est le plus grand club de football au monde, qui a plus de 120 ans. Réellement, en fait, ils ont été conçus à peu près... ils ont été créés au même moment. Le Manchester United est le tout premier club à avoir été créé. Il a été créé par des cheminots, des ouvriers, et ensuite, pour faire un petit peu concurrence, le Manchester City a été, cette fois-ci, créé par l'Église et par un côté un peu plus bourgeois. Donc, il y a un club qui, même aujourd'hui, est un peu plus riche que l'autre. Et du coup, Manchester United, vous avez de nombreuses stars de foot, comme Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, donc des choses... Même si on n'aime pas le foot, normalement, c'est des sons qui peuvent résonner aux oreilles. Le deuxième, donc Manchester City, qui est un peu son rival historique, lui, il est né du coup un petit peu après, mais aujourd'hui, c'est encore les champions d'Angleterre depuis ces 4 dernières années. Pour la scène musicale,
C'est tout aussi impressionnant que les Beatles, même si c'est des choses un petit peu moins connues, mais c'est les Bee Gees, Oasis, les Smiths, les Chemical Brothers, eux qui sont un petit peu plus récents par exemple. Vous avez également de nombreuses salles de concert, notamment un club mythique qui s'appelle le Club Hacienda. Donc là encore, que ce soit Liverpool ou Manchester, vous avez de quoi voir des matchs de foot, de quoi après le match aller vous détendre dans un club de musique. C'est vraiment, si vous aimez le sport et la musique, ou l'un ou l'autre, et même si vous aimez aucun, les deux villes sont très très bien. Je vais vous parler un peu plus de l'Angleterre, juste pour qui, et de nous ensuite ce qu'on vend chez Wordia. Donc pour les familles, pour faire le plein de visites, pour les couples et des escapades un petit peu romantiques. Là, je vous parlerai surtout, par exemple, du Lake District. Je vous ferai un focus dessus, qui est très belle qui est une région très belle pour les amoureux, les groupes d'amis pour des week-ends un peu animés, les amateurs de shopping, comme on l'a vu, il y a plusieurs centres de shopping à faire. Si vous voulez aller à Londres, évidemment, c'est toute l'année. Hein. Vous prenez le train, l'avion et vous arrivez directement à Londres. Vous pouvez y aller n'importe quand. Pour la côte sud, c'est plutôt juin à septembre. C'est vu que c'est un peu plus pour les plages, c'est la période la plus propice. Pour le nord, réellement, juin à août. Mais si vous n'avez pas peur, ça c'est juste pour avoir des températures un peu plus chaudes, mais si vous n'avez pas peur d'un peu plus avoir froid ou de quelques gouttes de pluie, le nord, vous pouvez étendre même de mai à octobre, voire un peu plus. Sachant que du coup, là, on parle vraiment du Nord, pour voir sur la carte. Donc l'Angleterre qui fait partie du Royaume-Uni, ça, c'est les régions que nous, on a en catalogue. C'est-à-dire que si on part du Nord, vous avez tout le parc national du Lake District, vous avez Newcastle. Ensuite, si vous descendez les deux villes sur lesquelles on fait le focus, Liverpool, qui est proche de la mer, et Manchester, un peu plus haut, vous avez York. Et ensuite, toute la région du Sud, nous avons en plateforme donc Londres. Pour pouvoir aller directement dans les stations un peu balnéaires, vous avez Brighton, Portsmouth, et vous avez un petit peu plus au nord, donc les Cotswolds qui sont aussi un parc naturel, Oxford, Bath, Bristol, et vous avez l'île de Wight. Ça, c'est pour le moment notre offre de production, l'étendue de notre offre de production chez Wordia. Donc voilà, là, c'est juste pour vous avoir une petite image donc, de Londres, d'Oxford avec son université, de Manchester dont on a bien parlé, dont on va continuer de parler, Bath avec ses stations thermales, avec ses thermes, Bristol au bord de l'eau, Brighton également. Vous avez aussi Newcastle, vous avez Liverpool dont on parle, la fameuse île de Wight, le parc naturel des Cotswolds et le parc naturel du Lake District, York et Portsmouth. Ça, c'est pour que vous voyez un petit peu plus et que vous imaginiez plus les régions. Là-dessus, on a un itinéraire coup de cœur qui est 8 jours avec 2 villes. Liverpool et Manchester, donc culture et chaleur du Nord. Donc Liverpool, cité des Beatles avec son mythique Cavern Club dont on a bien parlé, son passé maritime, son club de football, Manchester qui est sa rivale avec également le football, mais aussi une grande culture musicale de la pop, un passé industriel. Et du coup, on va parler un petit peu de ce qu'il y a dans l'itinéraire pour visiter vraiment ces 2 villes. Là, en soi, c'est un itinéraire qui fait ces 2 villes en 8 jours. Évidemment, vous pouvez les faire également en mode un petit peu plus city break et en faire moins. Là, c'était aussi pour vous montrer qu'en 8 jours, c'est faisable et vous pouvez réellement passer une semaine de vacances uniquement dans ces 2 villes. Donc, l'itinéraire, évidemment, part de Liverpool à Manchester. Liverpool, donc la ville des Beatles. Ici dans l'itinéraire, on y va 5 nuits. C'est une ville, comme a dit Cécile, qui est quand même à taille humaine. C'est-à-dire si vous voulez faire le centre, tout peut se faire à pied sans souci. Là, vous pouvez étendre de mai à octobre, il n'y a aucun problème. Si vous voulez aller en dehors de cette période, c'est juste que il fait un peu plus froid et de temps en temps, il peut pleuvoir. Mais voilà, ça reste l'Angleterre et c'est pour ça qu'on l'aime. Vous pouvez aussi découvrir aller voir un match à l'Anfield Stadium, par exemple, qui est le stade du coup du Liverpool, du club de Liverpool. Vous pouvez vous promener sur les docks. Albert Docks, c'est ce que Cécile a montré tout à l'heure, qui ont totalement été réhabilités. Donc, pour une petite promenade, c'est très sympa à voir. C'est vraiment le charme de l'Angleterre. Visiter les cathédrales de la ville. Il y a 2 cathédrales à Liverpool que vous pouvez visiter et qui sont très jolies. Et évidemment, marcher dans les pas des Beatles pour avoir un aperçu de cette culture musicale. Et même si on n'aime pas les Beatles, c'est vraiment génial d'y aller. Les activités qu'on propose à l'intérieur de ce template, donc directement à Liverpool, on vous propose de faire une visite guidée de Liverpool avec un guide anglophone d'1h30. C'est une visite collective avec un rendez-vous directement en centre-ville et c'est une visite à pied d'1h30 pour visiter tout Liverpool.
Ensuite, on vous propose d'aller faire une excursion aux journées du Lake District. Donc, c'est la journée, le départ le matin à 9h. Il y a à peu près 2 heures de route entre Liverpool et le Lake District. Je vais vous en parler un petit peu plus juste après pour que vous imaginiez un peu ce que c'est. Là, c'est vraiment juste une excursion, pas en bus. On voit les points forts à voir du parc naturel et on revient. Ensuite, une petite croisière sur le Mersey, le fleuve qui se jette du coup dans la mer d'Irlande. Les commentaires sont en anglais, il y a des livres explicatifs du coup en français. La croisière dure approximativement 1 heure. Et là, c'est rendez-vous directement sur le quai de Liverpool pour pouvoir partir en croisière. Vous avez ensuite dans l'itinéraire une entrée au Beatles Story Museum. Là, vous avez des audioguides disponibles dans plusieurs langues. La durée approximative d'une visite est d'environ 1h30. En basse saison, il faut savoir que c'est fermé à certains jours de la semaine, mais vous aurez vraiment de quoi le faire. C'est vraiment un musée top qui raconte toute l'histoire des Beatles. Vous avez une petite activité à la fin qui est un cinéma 4D. Donc, vraiment sympa. Et là, vous faites la visite au rythme des musiques, vous avez leurs costumes, ça retrace toute leur histoire. C'est vraiment un bon aperçu de toute la célébrité et de toute l'œuvre artistique de ce groupe. Pour faire du coup un petit focus Lake District pour l'excursion à la journée, qui est aussi quelque chose que vous pouvez totalement faire par vous-même si vous louez une voiture, etc. Mais comme je disais, si vous avez peur de rouler à gauche, l'option bus excursion à la journée est une bonne idée. Donc c'est la région des lacs, c'est le parc naturel le plus peuplé du Royaume-Uni avec d'immenses lacs, vraiment on a l'impression que c'est des lacs sans fin. Les montagnes les plus hautes d'Angleterre. Vous avez aussi des vallées boisées peuplées de moutons, puisque évidemment on ne fait pas le Royaume-Uni sans ces fameux animaux. C'est également la zone la plus humide du Royaume-Uni, évidemment, puisque c'est rempli de lacs, de montagnes, donc prévoyez quand même peut-être le kawaii quand vous y allez, mais si on réussit à faire des photos quand il y a du beau temps, c'est qu'il y a du beau temps. Donc vous pouvez quand même y aller. C'est idéal pour les férus de randonnée, évidemment, parce que c'est les férus de grands espaces, puisque là, ça va être des montagnes, des lacs, ça va être vraiment des paysages époustouflants. Donc, les férus de nature, d'art, et avec du coup la splendeur de ces paysages, ça a inspiré beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de peintres. Donc, vous vous retrouverez un petit peu dans la littérature anglaise, en plein milieu de Lake District. C'est vraiment très joli et ça donne un bel aperçu des paysages anglais. Ensuite, on va parler de Manchester. Donc, pour 2 nuits, donc on peut prendre un train, on peut prendre un bus entre Liverpool et Manchester. Là, dans l'itinéraire, on y passe 2 nuits, c'est ce que je conseille, vraiment 1 à 2 nuits, parce que c'est quand même une plus grosse ville que Liverpool, donc il y aurait même plus à voir, on peut même passer plus de nuits. C'est une ville portuaire, une ville ouvrière et cosmopolite du nord de l'Angleterre. Elle est très ouverte sur le monde, elle était très industrielle, puis elle s'est vraiment, vraiment beaucoup développée. C'est la 2e ville la plus peuplée d'Angleterre. Vous pouvez du coup visiter le quartier exotique par exemple de Chinatown ou flâner dans le quartier alternatif de Northern Quarter, donc qui est le quartier dont parlait Cécile tout à l'heure, où vous pouvez un petit peu faire du shopping. Vous avez vraiment beaucoup de choses à voir à Manchester. Et du coup, notamment, visiter le stade de Manchester United, par exemple, ou aller dans un des pubs pour écouter la pop anglaise. Vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. À l'intérieur du coup de cet itinéraire, vous avez la visite de Manchester cette fois-ci qui se fait avec un guide francophone. C'est une visite d'1 demi-journée avec rendez-vous dans le centre-ville, donc qui est privative cette fois-ci. Et donc, le tarif est dégressif en fonction du nombre de participants, évidemment. Et là, c'est vraiment une visite de 4 heures avec tout ce que vous pouvez voir à Manchester. Donc, vraiment le top. Là, on y passe 2 nuits, mais du coup, en 1 demi-journée, vous aurez vraiment vu un gros aperçu de la ville. Et vous pourrez repartir serein en ayant vu la majorité de Manchester. Donc voilà, je vous ai mis des petites images de ce que représente un peu Liverpool et Manchester. Donc imagine, donc là si vous reconnaissez ce que je vous dis, donc une fraternité humaine, tous les gens se partageant le monde. Donc si vous n'avez pas reconnu, c'est la chanson des Beatles, Imagine, évidemment traduite en français. Donc voilà, vous saurez à peu près ce qu'ils nous disent.
Et du coup, on va parler un petit peu de la sélection des hôtels que nous, on a. Là, sur les hôtels, le 2e et le 4e sont les 2 hôtels qui sont à l'intérieur du modèle de voyage. Évidemment, comme vous le savez, les disponibilités sont en temps réel, donc l'hôtel peut changer. Donc là, ce qu'il y a à l'intérieur d'office, c'est le Lock and Key à Liverpool, qui est un hôtel un peu design, assez charmant, un petit peu atypique. Et à Manchester, ce sera le Native Hotel, qui est un petit peu plus industriel, donc qui reflète assez bien la ville. Donc, j'ai choisi parce que ça reflète assez bien l'ambiance que crée la ville. Mais sinon, par exemple, à Liverpool, vous avez aussi le Seven qui est plutôt un 3 étoiles ou le Hop Street qui est très sympa à faire aussi. Donc ça, c'est vous qui voyez. De toute façon, il y a une belle sélection d'hôtels entre Liverpool et Manchester. Du 3 étoiles au 5 étoiles, vous avez vraiment de quoi faire. Pour les activités, en plus de ce qu'on a dans l'itinéraire, vous avez à Liverpool le musée du coup du stade et le musée stade, on va dire Anfield, qui est le stade du coup du Liverpool Football Club. Là, les visites guidées sont en anglais en période scolaire. Vous avez aussi les week-ends et les vacances scolaires des audio-guides qui sont prévus dans plusieurs langues. Donc, vous pouvez aller le visiter dans tous les cas, même sans la visite guidée. Vous avez assez d'instructions dans le stade. Et, le musée est assez bien fait. Vous avez tout qui est bien écrit, évidemment, uniquement en anglais, mais vous avez de quoi faire pour pouvoir retracer l'histoire de Liverpool et de son club de football. Vous avez aussi la visite privée sur les traces des Beatles avec un guide francophone d'une demi-journée. Là, c'est un rendez-vous directement dans le centre-ville et vous faites vraiment toutes les sites importants des Beatles à Liverpool en une demi-journée. Donc là, si vous voulez, ça peut vraiment se faire en complément du musée des Beatles, puisqu'évidemment, le musée des Beatles, ce sera sur leur histoire, etc. Et après qu'on ait fait le musée, qu'on se soit remémoré la musique, qu'on se soit remémoré un petit peu qui étaient les Beatles, ce qu'ils ont fait, hop, on part pour une visite guidée. Et là, cette fois-ci, on voit les vrais lieux à l'intérieur de Liverpool pour en savoir plus. Donc, ça peut être vraiment sympa. Pareil, c'est une excursion privée, donc prix dégressif en fonction du nombre de personnes. Vous avez aussi le billet de Strawberry Field, qui est le lieu qui a inspiré la fameuse chanson des Beatles. Là, vous pouvez aller le visiter. Ce qu'on a en plateforme, c'est uniquement le billet d'entrée, donc rendez-vous directement sur place. Normalement, on y passe à peu près 1h30 à l'intérieur. Les commentaires audio sont en anglais et en français, donc vous avez quand même de quoi voir plus. Et c'est vraiment, si on veut continuer de se mettre dans l'ambiance Beatles, on est vraiment bien. Et enfin, à Liverpool, on a la visite guidée des lieux de tournage de la série Peaky Blinders, celle-ci malheureusement qui n'est qu'en anglais. C'est une visite directement en bus pour qu'on puisse voir l'étendue des lieux de tournage, etc. Donc, une demi-journée, ce sera un rendez-vous directement sur place en centre-ville de Liverpool. Vous partez en bus, vous voyez un petit peu tous les lieux de tournage de cette fameuse série sur un petit peu des gangsters des années 20 en Angleterre, qui est très sympa, je vous l'avouerai, si vous ne l'avez pas regardé. Et ça vous fera une idée un petit peu de l'Angleterre également. Vous avez aussi les activités en plus de Manchester. Vous avez une demi-journée à passer, par exemple, dans Chester. Chester, qui est une ville proche de Manchester, qui est une ville une ville typique d'Angleterre. Vous voyez les petites briques rouges, etc. Ben, c'est exactement ça. Avec un guide francophone. C'est une demi-journée de visite et ce sera directement un rendez-vous en centre-ville pour aller voir. Donc ça, c'est si vous voulez aller encore plus loin et dépasser Manchester. Vous avez également donc le musée stade, cette fois-ci de Manchester United, qui est Old Trafford. Là, c'est un audio guide disponible dans plusieurs langues. Il faut faire attention parce que, évidemment, c'est fermé les jours de match. Et c'est également fermé de novembre à mars pour les visites. Mais c'est la même chose que le stade de Liverpool. Vous avez assez de descriptions pour vraiment vous en sortir à l'intérieur. Il est très bien fait également. Et du coup, il est vraiment sympa. Dans notre production, pour le moment, on n'a pas encore les billets des matchs ni de Manchester ni de Liverpool, parce qu'on a, on a un fournisseur qui est en cours pour voir si on peut l'opérer correctement opérationnellement, parce que souvent les billets sont vendus et sont délivrés quelques jours à l'avance, ce qui peut poser problème avec la clientèle. Donc pour le moment, les matchs à Manchester et Liverpool ne sont pas encore proposés. Il faut savoir aussi
qu'un match pour voir Manchester United ou Manchester City coûte environ, le minimum souvent c'est dans les 500 livres et quelques. Donc, il faut savoir aussi que c'est un sacré budget si vous le proposez à vos clients. Pour le moment, c'est pas en production. Vous le verrez, j'espère, apparaître dans les futurs newsletters, mais on y travaille. Pour les formalités et du coup la vie pratique sur le Royaume-Uni. Donc le passeport est désormais obligatoire pour tous. Pas de visa pour tous les séjours de tourisme de moins de 6 mois. Donc la carte d'identité ne suffit plus. Les cartes européennes d'assurance maladie, les permis de conduire sont toujours valables, évidemment. Vous pouvez totalement louer une voiture très facilement. Il ne faut juste pas oublier qu'on conduit à gauche. C'est souvent écrit sur les routes, écrit sur la voiture de location. Ne vous inquiétez pas, on n'oubliera pas de conduire à gauche, c'est impossible. Voilà. Pour appeler les numéros de téléphone, le préfixe C44, il y a un décalage horaire de moins d'1 heure. Un adaptateur est nécessaire. Donc, l'adaptateur avec les 3 petites branches directement en triangle. La durée de vol, ça dépend pour où on va, mais c'est entre 1h30 et 2h à peu près. Si vous allez le train entre Paris et Londres, c'est à peu près 2h, 2h15, 2h20. Il y a aussi les traversées de ferry. Évidemment, vous avez les ferries express et les ferries qui peuvent durer par exemple toute la nuit. Donc, entre 1h30 et 8h, vous pouvez totalement prendre un ferry de nuit directement avec un siège inclinable ou quelque chose sur le ferry pour pouvoir faire la traversée. Dans ce cas, vous arriverez à Douvres. Et les compagnies aériennes qui desservent les UK sont du coup Air France, Transavia, Vueling, Ryanair, EasyJet. Vous avez vraiment toutes les compagnies assez classiques. L'Eurostar qui traverse du coup le tunnel de la Manche, le Britannic Ferries, Irish Ferries et P&O Ferries et TFDS qui sont les compagnies de ferry pour pouvoir atteindre l'Angleterre et atteindre évidemment le Royaume-Uni. Merci à tous. J'en profite pour vous annoncer, si vous ne l'avez pas vu, qu'on vient de mettre en place une bibliothèque Worldia où vous pouvez retrouver tous les supports des Mardis d'Esti. Donc, celui-ci va y figurer aujourd'hui ou demain. On va le mettre directement. C'est un Linktree avec les liens pour retrouver tous les supports des Mardis d'Esti, mais également la masterclass, les replays et toutes les informations qu'on vous présente lors des présentations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir directement par mail sur sales@worldia.com. Super. Voilà, j'espère que vous en donnez envie et qu'on vous a bien expliqué. Et donc, n'hésitez pas à aller à Liverpool et Manchester, découvrir ces fabuleuses villes et découvrir un petit peu le nord de l'Angleterre. Très bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.